cette audition du Haut Conseil pour le climat. Je voudrais tout d'abord vous donner les excuses de quelques collègues. Audrey Bellim, qui est absente parce qu'elle a un décès dans sa famille, Didier Mandelli, Hervé Gillet et Olivier Jacquin sont à Reclore pour le rendu du rapport Ambition Transport. Donc, ils en ont au moins pour jusqu'à 11h, voire 11h30. Donc, c'est pas sûr qu'ils viennent nous rejoindre. Ils viendront nous rejoindre après à la question. Je tiens à dire à nos invités que je suis heureux de les accueillir, que je ne pourrai pas rester toute la matinée parce que j'avais un rendez-vous ce soir avec le ministre de la Santé et il a avancé le rendez-vous à 11h. Donc je pars au ministère de la Santé vers 10h30 et ce sera Guillaume Chevrollier qui présidera l'audition, votre audition, à partir de 10h30. Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin le président du Haut Conseil pour le climat, M. Jean-François Soussana, accompagné de deux membres éminents de cette instance, Mme Valérie Masson-Delmotte, que nous connaissons bien, avec laquelle nous avons maintes fois eu l'opportunité d'échanger en réunion plénière en sa qualité de membre du GIEC, et M. Benoît Leguet, directeur général de l'Institut de l'économie pour le climat. C'est la première fois que vous exprimez en votre qualité de président, M. Sansouda, mais ce n'est pas la première fois que notre commission entend cet organisme indépendant placé auprès du Premier ministre. Votre prédécesseur, Mme Corinne Legueret, en sa qualité de présidente du Haut Conseil, est venue devant notre commission à 3 reprises en 2020, 2021 et 2022. La publication du rapport annuel de 2025 du Haut Conseil, intitulé « Relancer l'action climatique face à l'aggravation des impacts et à l'affaiblissement du pilotage », mérite l'attention de notre commission. Le message du rapport annuel d'activité est sans ambiguïté. Les impacts du dérèglement climatique s'intensifient, rendant les besoins d'adaptation de plus en plus pressants. La canicule exceptionnelle que nous venons de traverser, suivie de violents orages, illustre bien la multiplication des événements extrêmes, événements plus fréquents, événements plus longs et beaucoup plus intenses. Vous soulignez qu'en dépit de ces signes tangibles, les efforts d'atténuation restent insuffisants. Le deuxième budget carbone couvrant la période 2019-2023 a certes été respecté, mais la trajectoire de décarbonation marque un net ralentissement en 2024, incompatible avec l'objectif de neutralité carbone à l'horizon de 2050. Les premières estimations pour 2025 semblent d'ailleurs confirmer cette tendance, qui est une tendance préoccupante. Au-delà de ce diagnostic, votre rapport propose des leviers d'action dans chacun des grands secteurs émetteurs afin de relancer une dynamique de baisse des émissions. Il insiste aussi sur l'importance d'anticiper les besoins d'adaptation, en tenant compte des inégalités d'exposition et de vulnérabilité face au changement climatique. Nous espérons pouvoir aborder au cours de cette audition ces recommandations opérationnelles. Vous avez également choisi de mettre cette année l'accent sur le pilotage de l'action climatique. Vous déplorez un affaiblissement des outils existants et appelez à les renforcer en agissant sur plusieurs leviers. Adaptation des documents stratégiques, financement, gouvernance, évaluation des politiques publiques. Vous plaidez notamment pour un rôle renforcé du secrétariat général à la planification écologique dans la coordination de la stratégie française énergie-climat. Ce diagnostic rejoint largement celui formulé par la commission d'enquête sur les agences et opérateurs de l'État, pour laquelle le président et le rapporteur étaient respectivement nos collègues Pierre Barros et Christine Lavarde, qui a proposé le 1er juillet dernier de renforcer le pilotage interministériel des politiques environnementales. Avant de vous céder la parole pour présenter les principaux enseignements de ce rapport, je souhaite vous féliciter pour la grande qualité de vos travaux. Notre pays a la chance de pouvoir s'appuyer avec le Haut Conseil pour le climat sur une véritable vigie climatique au service des citoyens, au service des institutions. 7 ans après sa création par la loi relative à l'énergie et au climat du 8 novembre 2019, le Haut Conseil apporte au débat public un regard indépendant, un regard rigoureux et exigeant sur l'efficacité des politiques climatiques. D'ailleurs, en 2019, le législateur a souhaité que le Parlement puisse, le cas échéant, s'appuyer sur votre expertise, puisqu'au terme de l'article L. 132-5 du Code de l'environnement, le président de l'Assemblée nationale
où le président du Sénat peut vous saisir pour rendre un avis au regard de votre compétence. Saisir votre avis sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à votre domaine d'expertise. Nous n'avons pas encore, du moins à ce jour, eu l'occasion de vous solliciter, mais nous gardons en tête cette possibilité que nous ne manquerons pas de mettre en œuvre le moment venu. À cet égard, comment, selon vous, le Haut Conseil pour le climat pourrait-il contribuer plus concrètement à renforcer l'information du Parlement en matière d'action climatique? Peut-être pourriez-vous, en complément de la présentation du rapport, faire un point sur le positionnement d'une institution que vous présidiez maintenant depuis 1 an. Souffrez-vous toujours d'un manque de moyens pour accomplir vos missions? Je vous remercie et sans plus tarder, je vous cède la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Nous sommes ravis d'avoir cette audition avec la Commission du développement durable. Nous sommes bien conscients de l'importance de votre activité et nous avons donc cette possibilité de vous présenter le Haut Conseil pour le climat, qui a une mission d'évaluation des politiques climatiques de la France en matière de trajectoire de baisse des émissions, de puits de carbone, d'empreinte carbone, d'adaptation au changement climatique, d'impact socio-économique. Sur la base de l'évaluation que nous faisons, nous avons des recommandations. Ces recommandations font l'objet de réponses du gouvernement dans un délai de 6 mois et normalement le gouvernement doit présenter au Parlement ces réponses. Et comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, nous sommes à votre disposition si vous souhaitez avoir une saisine sur une question particulière. Évidemment, il faudrait un petit peu la co-construire pour qu'on soit bien en capacité d'y répondre, mais c'est un mécanisme intéressant qui a déjà été mobilisé, je crois, pour 8 rapports que nous avions produits au cours des dernières années. Donc le contexte, je voudrais le rappeler simplement au niveau européen, vous dire que l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite. Le changement climatique menace réellement à long terme la prospérité européenne. Lorsque vous regardez les études économiques qui sont publiées en ce moment, vous voyez que le coût de l'inaction climatique serait d'environ 12 points de PIB mondial par degré de réchauffement. Si nous ne faisions rien, à la fin du siècle, il y aurait une véritable catastrophe économique, environ moins 30% de PIB mondial. Si l'on compare à cela les trajectoires qui concernent les politiques de décarbonation, c'est quelques points de PIB qui sont en jeu, donc beaucoup moins. Mais évidemment, c'est des investissements et nous savons à quel point il est difficile d'avoir une dynamique pérenne d'investissement dans le contexte budgétaire actuel. La sécurité énergétique de l'Union européenne, elle dépend d'importations massives de pétrole et de gaz. Certes, nous avons réussi à diminuer les importations par rapport à la Russie dans un contexte d'invasion de l'Ukraine, mais nous sommes maintenant dépendants des États-Unis. Pour la France, pour l'Europe, les États-Unis sont le premier fournisseur à la fois de gaz liquéfié et de pétrole. Vous savez à quel point les politiques tarifaires de l'administration américaine sont agressives et cette dépendance énergétique menace en réalité notre sécurité énergétique. Donc le développement de technologies propres est crucial pour assurer la décarbonation, préserver la souveraineté industrielle et éviter aussi une nouvelle dépendance. Nous savons que la Chine est un grand exportateur de technologies vertes. Il faut renforcer notre souveraineté pour échapper à la dépendance qu'on pourrait avoir en se tournant vers la décarbonation au regard de la Chine. Et puis, les politiques climatiques, il faut aussi qu'elles puissent contenir les inégalités ou les réduire et qu'elles renforcent la résilience afin d'éviter les risques de blocage. On a vraiment besoin d'une transition qui soit accessible à tous, et ça, c'est un des enjeux de ces politiques, puisque nous savons que, dans certains cas, elles peuvent être perçues par un certain nombre de concitoyens comme étant injustes ou inaccessibles. Diapo suivante. Je voudrais rappeler l'adhésion de la population européenne aux enjeux climat. C'est un sondage récent de la Commission européenne à l'occasion de la publication de sa cible qui fixe un objectif pour 2040 de réduction de 90% des émissions nettes de gaz à effet de serre par rapport à 90. Vous voyez sur cette diapositive qu'en France, vous avez 92% des citoyens qui considèrent que le changement climatique est une menace sérieuse et que vous avez 88% des citoyens qui considèrent qu'il faut avoir une neutralité carbone en 2050. Et finalement, on a à peu près ces chiffres-là comme ordre de grandeur dans les autres pays également. Diapo suivante. Voilà, première partie, l'aggravation des impacts. Eh bien, Monsieur le Président, vous l'avez mentionné, nous avons eu une année 2024 qui a été la plus chaude jamais mesurée, 1,52 degrés de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. On a 1,36 degrés qui est dû aux activités humaines
Et à ce rythme, on aurait une année sur deux qui dépasserait 1,5 degré, probablement d'ici une décennie. En France métropolitaine, on a déjà indiqué que le réchauffement était plus important. Par rapport à la période pré-industrielle, il atteint 2,2 degrés. 2024 a été l'une des 5 années les plus chaudes, l'une des 10 années les plus pluvieuses. Et les événements extrêmes se sont renforcés. Je voudrais citer 3700 décès supplémentaires dus aux vagues de chaleur en 2024, les rendements céréaliers les plus bas en 40 ans, les maladies épizootiques qui ont touché l'élevage, des inondations qui ont été assez dramatiques dans le Nord-Pas-de-Calais, vous vous en souvenez, le cyclone Chido qui a très gravement touché Mayotte, et ainsi de suite. Je n'ai pas le temps de tout détailler, mais vous voyez à quel point ces impacts s'aggravent. Alors, si nous nous projetons vers l'avenir, nous avons aujourd'hui une trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique. Cette référence, elle est extrêmement utile pour guider les politiques d'adaptation, pour anticiper, pour se préparer. Mais elle est aussi très inquiétante. Si vous regardez la diapositive, nous aurions en 2030, avec un réchauffement d'environ 2 degrés en métropole, une multiplication par 3 du nombre de jours en vague de chaleur, puis en 2050, pour un réchauffement de 2,7 degrés, par 5, et puis en 2100 par 10. Eh bien, essayez d'imaginer l'ampleur des canicules, l'ampleur des dommages qui résulteraient de ces impacts pour la santé humaine et pour un ensemble de secteurs. C'est quelque chose auquel on n'arrivera pas à s'adapter, ça dépasse les limites d'adaptation. C'est bien pour cela qu'il faut combiner les politiques d'adaptation et les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Chaque dixième de degré auquel nous échapperons, ce seront des impacts réduits et donc une résilience accrue de la France. Dans ce contexte, nous avons un certain nombre de recommandations en complément de l'avis que nous avions formulé en mars dernier sur le PNAC 3, qui souligne l'intérêt que nous aurions d'avoir une synthèse nationale annuelle des impacts du changement climatique, un portail national des options d'adaptation, décliné évidemment en fonction des territoires et des secteurs, un mécanisme de gouvernance participative sur l'adaptation, une évaluation scientifique dans ce domaine, les impacts, l'adaptation, les vulnérabilités, et puis actualiser ce que fait le SGPE, ce qu'il a débuté, les diagnostics d'exposition de vulnérabilité des collectivités territoriales, et anticiper les options que nous avons en matière de pertes et de dommages, puisqu'il faut regarder également cette réalité. Nous aurons des pertes et des dommages, il faut savoir les anticiper. Deuxième partie de notre rapport, c'est le suivi des émissions, le respect des budgets carbone. Vous l'avez déjà indiqué, Monsieur le Président, nous avons eu en 2024 une réduction insuffisante de nos émissions de gaz à effet de serre, moins 1,8%, alors que l'année précédente, nous étions à moins 6,7%. C'est le secteur de l'énergie qui a été le principal contributeur à la baisse, on va y revenir, suivi par l'industrie. Diapo suivante. Eh bien, une grande partie de la baisse en 2024 provient de facteurs que l'on pourrait qualifier de circonstanciels. Dans le domaine de l'énergie, c'est la remise à capacité du nucléaire. C'est une année pluvieuse avec plus 13% de production hydroélectrique, un hiver doux qui a permis de réduire le chauffage, le cheptel bovin qui a continué sa réduction, mais pour des raisons socio-économiques liées à la difficulté des métiers de l'élevage. Donc, toutes ces circonstances, si vous voulez, on les a observées en 2024, on les avait également observées en 2023, elles ont contribué à la baisse. Mais le contraste, c'est qu'en 2023, il y avait une baisse qui n'était pas due à des circonstances, qui était vraiment due à des changements structurels. C'est la barre bleue foncée, qui est assez importante en 2023. Et vous voyez qu'elle est réduite à environ 2 millions de tonnes d'équivalent CO2 en 2024, soit un changement structurel qui est nettement insuffisant. Diapo suivante. Donc, pour atteindre la cible que nous avons dans le projet de SNBC 3, mais en fait, c'est aussi la cible de la SNBC 2, nous ne sommes pas à niveau. Par rapport au projet de SNBC 3, il faudrait multiplier par 2 le rythme de décarbonation. Si l'on regarde par secteur, eh bien, pour les transports, c'est 3,9, le facteur de multiplication. Pour l'agriculture, l'industrie, c'est environ 3. Pour les bâtiments, c'est 9. Et puis pour les déchets, c'est très décalé, on est à 29, donc on est très très en deçà de ce qu'il faudrait atteindre comme cible. Alors, on pourra, dans les réponses aux questions, revenir sur chacun de ces secteurs. Je n'ai pas le temps, évidemment, de les introduire en détail, mais cela vous donne l'idée de ce décalage. En revanche, on a fait mieux que la cible pour l'énergie, et ça compense un peu le retard qu'on a pris dans d'autres secteurs. Diapo suivante. Nous analysons le cadre d'action publique nationale. Vous savez que ce cadre, c'est la stratégie française énergie-climat qui doit être bien coordonnée et intégrée dans la planification écologique. Donc ça, c'est un premier enjeu, de bien clarifier cette intégration. Le deuxième point, c'est que sur les 3 piliers, un seul a été publié, c'est le PNAC 3.
Nous avions donc salué le renforcement de l'action publique avec le PNAC 3, mais nous avions aussi expliqué qu'il fallait aller plus loin, avoir une meilleure opérationnalisation, une meilleure déclinaison dans les territoires, mieux prendre en compte les vulnérabilités. Et puis, vous avez 2 piliers qui sont en attente. Donc, la PPE 3, le Parlement s'est saisi d'une PPL, et je crois savoir que vous l'avez votée hier, absolument. Donc, cela va, disons, dans le sens qui est attendu. Mais vous avez maintenant une SNBC 3 qui doit être publiée, et je dois absolument souligner la cohérence qu'il doit y avoir entre la SNBC 3 et la PPE 3. La PPE 3, c'est une programmation de l'énergie qui est à court moyen terme. La SNBC 3, elle va jusqu'à 2050. C'est l'ensemble de la trajectoire. Il faut que les deux soient cohérents. Ça a été construit sur un même scénario central. Il y a énormément d'aspects techniques là-dedans. Il faut que la cohérence technique et économique soit évidemment assurée. Voilà. Alors, on demande évidemment, mais c'est prévu normalement, que la SNBC 3 porte bien à l'horizon 2050 et qu'elle soit renforcée sur un certain nombre de points avec des objectifs sur l'empreinte carbone, par exemple. Et par ailleurs, au sujet de ce qu'on a observé en 2024 et aussi début 2025, nous avons été assez étonnés de voir que des mesures qui rencontraient un succès important, comme le leasing social, comme les rénovations complètes, avaient été arrêtées, certes pour des raisons budgétaires, mais nous voulons vous indiquer que les stop and go sur ces mesures, cela décourage finalement les investissements, ça nuit à la visibilité, à la pérennité de la politique climatique. Diapo suivante. Alors, c'est une diapo un peu complexe, je ne vais pas avoir le temps, bien sûr, de la commenter en détail, mais c'est pour vous indiquer dans la colonne avec des carrés qu'on a ces niveaux de décalage que j'ai déjà commentés pour les secteurs. Pardon. Vous voulez que je prenne... D'accord. Je vais continuer, comme ça on prendra, je crois, les questions un petit peu après. Et puis, vous avez des analyses qui portent sur la stratégie et la gouvernance, puis qui portent également sur les instruments de politique publique, sur l'adaptation et sur la transition juste. Je vais donner une image très rapide, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a des contrastes entre les secteurs. Par exemple, on est avec des risques qui sont sérieux pour les transports, on est dans une insuffisance de l'action pour l'agriculture par rapport au rythme attendu de décarbonation de ce secteur dans la PPE 3, et ainsi de suite. Je répondrai à vos questions, nous répondrons à vos questions à ce sujet. Diapo suivante. Donc nous recommandons d'avoir une publication en 2025 des textes, SNBC 3, PPE 3, de mieux prendre en compte l'évaluation de ce qui a marché ou pas dans les politiques climatiques, et d'avoir également, c'est quelque chose d'assez distinct, un plan sur la lutte contre la désinformation climatique, parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de désinformation, à la fois dans quelques médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, et finalement ça sape les bases de l'action publique et de l'action des acteurs si l'information n'est pas correcte. Voilà, alors les enjeux sociaux, il faut vraiment une offre d'alternatives décarbonées pour tous. On a devant nous l'adoption, la transcription du marché carbone, du second marché carbone, le SEC UE2. Cela demande d'éviter des effets potentiellement régressifs, de mettre en place un fonds social. Il faut des financements pluriannuels, donc transformer la SPAFT en un document de programmation, et puis avoir pour l'emploi des politiques de compétences et d'emploi. Et donc, vous voyez qu'on a besoin d'avoir des budgets suffisants. On doit réduire les subventions aux énergies fossiles. On devrait revoir les signaux prix, notamment en matière d'assises pour l'énergie, gaz par rapport à électricité. Et diapo suivante. Ce sont des accélérations dans un contexte où les subventions aux énergies fossiles, c'est 13 milliards d'euros, alors que les crédits alloués aux instruments de politique climatique, c'est un peu plus de 13 milliards, et c'est en réduction en 2025 assez fortement. Donc on a des rééquilibrages à faire. Ça demande des investissements chiffrés à minima à 37 milliards d'euros, et on a des recettes attendues du SEC UE2 de 8 milliards. Voilà, je vais aller sur cette diapo sur les inégalités liées aux problèmes climatiques. Donc renforcer la participation des personnes, mieux diagnostiquer les vulnérabilités, avoir une offre accessible à tous et avoir des transformations de l'emploi. Ce sont les principaux points. Je rappelle qu'on devrait avoir une formation pour 2,8 millions de personnes au métier de la transition. C'est donc des besoins importants et urgents. Voilà. Et donc, conclusion du rapport, Monsieur le Président, vous les avez déjà bien expliqué. C'est-à-dire que le rythme de décarbonation a beaucoup ralenti en 2024. Il y a un fléchissement qui questionne l'atteinte des objectifs. Le cadre d'action publique a pris un retard important. Les efforts d'adaptation ont été institutionnalisés, mais restent en décalage par rapport aux vulnérabilités et aux besoins. Donc nous appelons à un sursaut de l'action climatique
avec une consolidation du cadre d'action publique, un renforcement des actions structurelles, une gouvernance solide, un cap clair pour 2030 et pour la décennie suivante. Je vous remercie. Avant que je donne la parole à mes collègues et que je cède la présidence à Guillaume Chevrollier, vous voulez intervenir, Madame Masson-Delmotte? Vous voulez dire deux mots? Non, c'est juste en fait souligner que dans le rapport, vous trouvez comme chaque année un suivi notamment des événements météorologiques dont les caractéristiques ont été rendues plus intenses, plus fréquentes du fait du changement climatique et une évaluation également des impacts. Et ces impacts qui s'aggravent, ils soulignent également le décalage entre les besoins d'adaptation pour le climat d'aujourd'hui et l'effort réel d'adaptation qui est déjà mis en œuvre. Et c'est pour cela que le Haut Conseil pour le climat souligne le besoin d'une évaluation et d'un suivi de ces impacts des vulnérabilités à l'échelle des territoires qui aujourd'hui fait défaut de manière structurée. C'est une vraie difficulté pour le secrétariat du Haut Conseil pour le climat d'effectuer ce suivi et il y a besoin d'un cadre collectif pour vraiment avoir ce retour d'expérience partagé. Merci, Monsieur le Président. Peut-être que notre troisième intervenant a peut-être un propos introductif de quelques minutes. Bon, rien à ajouter de mon côté, si ce n'est que le rapport qui est roboratif est doté d'un résumé exécutif que je vous invite à lire. Ça se lit comme un bon roman, ça se lit dans un train ou un avion de retour vers vos territoires. À emporter dans le cas de la suspension de nos travaux parlementaires. Je passe la parole à notre collègue Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président de séance. Monsieur Susana, merci pour vos propos. On est réunis aujourd'hui pour examiner l'avis du Haut Conseil pour le climat sur le 3e plan national d'adaptation au changement climatique. Vous l'avez dit, les faits restent clairs et particulièrement alarmants, avec des impacts du changement climatique qui s'intensifient. On l'a encore vu d'ailleurs hier dans le sud de la France et qui mettent en danger tous les écosystèmes, les personnes et les biens. Vous rappelez également que le HCC que la France est l'un des pays européens les plus exposés dans un continent qui se réchauffe plus rapidement que tous les autres, plus 2,2 degrés en moyenne sur les 10 dernières années dans notre pays. Alors, je lisais ce matin avant de venir dans la presse votre appel à un sursaut collectif, c'est le terme que vous avez utilisé, à l'heure du ralentissement de la décarbonation en France et je vous cite toujours, des reculs des mesures environnementales. J'imagine que vous faisiez allusion aux ZAN, aux ZFE, au leasing social, au soutien aux panneaux solaires ou encore à la rénovation des bâtiments. Et à partir de ces déclarations que vous avez rendues publiques, je voulais vous poser deux questions. Première question, vous avez dans une conférence de presse, je crois, regretté l'affaiblissement du secrétariat général à la planification écologique rattaché à Matignon. Que voulez-vous dire par là? Est-ce que vous sous-entendez par là que le Parlement a trop pris la main par rapport aux décisions de Matignon et en particulier donc de ce secrétariat général? Et ma deuxième question, vous relancez toujours dans la même conférence de presse la nécessité de relancer une diplomatie climatique de la France. Concrètement, qu'est-ce que vous entendez par là? Attendez, très bien. La parole à Éric Gold. Merci, Président. Monsieur le Président Susana, votre rapport en 2025 donc, évoque le caractère morcelé et foisonnant des outils de planification de l'action climatique à l'échelle nationale et territoriale. Alors, plan climat, plan national d'adaptation au changement climatique, stratégie nationale bas carbone, programmation pluriannuelle de l'énergie, stratégie française sur l'énergie et le climat, stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique, COP régional, STRADET, PCAET, CRTE, Fonds vert. Cette prolifération de dispositifs complexifie la lisibilité et l'efficacité de l'action publique, en particulier pour les collectivités territoriales. La Cour des comptes a elle aussi appelé à une simplification drastique des documents de planification. Vous indiquez dans votre rapport avoir engagé un travail d'évaluation globale de la territorialisation de l'action climatique qui fera l'objet d'un rapport thématique dédié. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les constats et sur les pistes envisagées pour rationaliser cet empilement de dispositifs? Merci. Nicole Bonnefoy.
Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les membres du Haut Conseil, mes chers collègues, votre rapport annuel dresse un constat sombre, on vient de le voir, un constat sombre y compris de l'action du gouvernement en matière climatique. Nous faisons en effet face à des reculs que vous qualifiez d'inquiétants sur des dispositifs existants. On est un certain nombre à penser que, par exemple, la loi Duplon, qui vient d'être votée, représente le dernier épisode en matière de recul. Sans un sursaut, ce manque d'anticipation et cet aveuglement idéologique auront des conséquences très concrètes. Augmentation des pertes agricoles, des millions d'habitations fragilisées en raison du risque RGA, des événements climatiques extrêmes comme la canicule, les incendies ou encore les inondations. Vous mettez en avant la dégradation des puits de carbone du fait de la santé des forêts. Vous recommandez ainsi la mise en place en urgence d'un plan national de renouvellement des écosystèmes forestiers. Avez-vous eu sur ce point un écho favorable du gouvernement? Ma première question. Par ailleurs, sur les autres terres, vous soulignez le fait de la protection de ce puits de carbone est dépendant des politiques des autres secteurs, l'usage des terres étant directement lié à l'aménagement du territoire et aux activités humaines, et donc l'objectif ZAN. Vous portez à cette fin la proposition d'établir une stratégie nationale de stockage de carbone dans les sols et la biomasse agricole. Je défends régulièrement ici cette même approche de ménagement du territoire. J'ai essayé de convaincre mes collègues lors de l'examen d'une proposition de loi que je portais sur les sols vivants pour créer une stratégie nationale pour la protection et la résilience des sols. Je suis donc heureuse de voir que vous confirmez cette nécessité. Vous évoquez dans votre rapport le rôle malveillant des groupes de pression et des lobbies dans tout genre dans la désinformation climatique. Pour avoir eu affaire à eux, j'adhère complètement dans votre recommandation, qui est la recommandation 4.5, qui demande la mise en place d'un plan national de lutte contre la désinformation climatique. Cela aiderait beaucoup les défenseurs de la cause environnementale. Et j'en viens enfin à la planification écologique territorialisée qui a été mise à l'arrêt. Mon collègue Demilly vient d'y faire allusion. Le SGPE abattu en janvier 2024 durant la crise agricole peine à se relever. Il est pourtant, selon moi, un outil essentiel car il devait jouer ce rôle interministériel et territorial qui manque cruellement à nos politiques publiques. Vous jugez d'ailleurs nécessaire de réaffirmer le rôle de ce secrétariat général à la planification écologique. Et donc, je voudrais que vous nous en expliquiez les raisons. Merci. Merci. Pour terminer cette première série, la parole à Simon Uzena. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la présentation de votre rapport, absolument passionnant, mais aussi très inquiétant, enfin, dans le sens où il s'agit d'un appel clairement à la mobilisation, au réveil, au sursaut. Moi, j'avais 3 questions. La première, parce que j'ai été président d'une commission d'enquête sur la commande publique. Nous allons rendre nos conclusions publiques tout à l'heure à 14h. Vous évoquez dans votre rapport le fait que la commande publique peine à être pleinement mobilisée. Je vous cite, en parlant notamment de l'économie circulaire. Et donc, je voulais vous interroger sur un cadre plus large et qui permet de faire le lien avec les enjeux économiques, l'affirmation d'une préférence européenne qui, là aussi, à travers la souveraineté économique, agricole, industrielle, numérique, pourrait avoir des effets extrêmement vertueux sur le plan de la résilience climatique. Est-ce que vous avez une position sur le sujet, parce qu'on voit bien certaines tendances rétrogrades à l'œuvre au sein de l'Union européenne? Deuxième question sur les inégalités. Là aussi, vous donnez des chiffres. Les 10% des ménages aux revenus plus élevés qui ont une empreinte carbone en moyenne 2,4 fois supérieure aux 10% de ménages modestes. Une phrase qui me semble là encore emblématique: la réduction des inégalités face aux mesures d'atténuation est une condition d'effectivité et d'adhésion à l'action climatique. Nous sommes, je crois, nombreux à partager cette orientation. Vous évoquez la nécessité d'adopter des politiques d'atténuation ciblées et progressives. Et donc, j'aurais souhaité pouvoir vous interroger sur les leviers fiscaux, parce que vous évoquez bien la possibilité de l'endettement, en évoquant les conditions de recours à l'endettement qui ne sont peut-être pas toutes réunies au moment où nous nous parlons. Mais sur les leviers fiscaux, c'est, de mon point de vue, un peu plus vague. Alors, qu'en est-il d'un hypothétique ISF climatique, de la taxe Zuckman? Est-ce que vous considérez que ces leviers pourraient avoir des effets vertueux au regard des objectifs poursuivis? Et puis, dernière question, s'agissant, vous l'avez rappelé, du plan national de lutte contre la désinformation climatique,
Nous avons organisé avec mes collègues Grégory Blanc et Christine Lavarde un colloque le 12 mai dernier avec Quota Climat sur ce sujet ô combien essentiel. Est-ce que vous pourriez développer des propositions, des actions que nous pourrions mener dans les plus brefs délais pour faire face à ce défi qui est lui aussi une des conditions d'adhésion à l'action climatique qu'il nous faut renforcer? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos questions. Nous allons tous les trois essayer de vous répondre. Première salve de questions, M. Demilly. Vous avez évoqué, je sais que ça a été également évoqué par d'autres questions, le rôle du SGPE. Je vais commencer par ça, pour vous dire que depuis plusieurs années, nous avons souligné, je crois que cela rencontre aussi vos diagnostics, qu'il fallait une action interministérielle. Finalement, ces questions d'atténuation, d'adaptation, elles concernent pratiquement tous les secteurs et il faut des arbitrages de haut niveau. Ces arbitrages de haut niveau, il faut qu'ils soient portés en réalité par le Premier ministre. C'est pour ça que nous pensions que d'avoir un SGPE qui soit réellement écouté dans la préparation des arbitrages était un atout pour la France dans son action climatique. Alors nous n'avons bien sûr pas à juger de l'organisation du gouvernement, ça n'est pas du tout notre expertise évidemment, mais nous avons observé qu'il y avait eu tout de même un creux dans l'action du SGPE, donc espérons que cela reparte. Et espérons aussi qu'il y ait toujours une capacité d'arbitrage qui soit portée par le Premier ministre sur ces enjeux, parce que nous observons qu'un seul ministère n'arrive pas en général à rassembler l'ensemble des autres ministères qui sont nécessaires pour aller dans ce sens-là. Pour prendre juste un exemple, vous avez bien noté ces questions sociales. Les questions sociales, en fait, elles sont très importantes pour cette transition climatique. Eh bien, il faut qu'il y ait maintenant un intérêt des ministères sociaux pour ces domaines, qu'ils rejoignent, disons, le cercle des ministères qui travaillent sur ces dossiers. Il y a eu déjà des changements, mais il faudra aller plus loin si on veut que la transition soit portée à l'échelle. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons formulé ces remarques. On pourrait parler ensuite de la diplomatie climatique. Je vais faire une petite introduction, puis passer la parole à Valérie. Pour vous dire que, évidemment, nous sommes dans ce contexte très particulier du retrait des États-Unis de l'accord de Paris, second retrait, second mandat du président Trump, et il n'empêche qu'il y a des signes qui sont plutôt encourageants, même si la négociation est très difficile. Il faut savoir qu'au cours des 12 derniers mois, le plus grand émetteur mondial, qui est la Chine, qui pèse 31% des émissions de gaz à effet de serre, a réduit pour la première fois ses émissions. C'est tout de même un signal qui est intéressant. Vous avez 108 pays qui se sont engagés dans la neutralité climatique. Donc même si les négociations sont extrêmement difficiles, il y a notamment des problèmes de transfert financier vers les pays à faible revenu, à la fois pour l'adaptation, à la fois pour l'atténuation. On a beaucoup de facteurs de blocage dans les négociations. Il n'empêche que la France et l'Europe doivent tenir leur rôle. De ce point de vue, le fait que l'annonce de l'engagement, la contribution déterminée au niveau national de l'Europe sera annoncée normalement en septembre après le Conseil de l'Union européenne sous présidence danoise. C'est un peu tard, c'est au dernier moment par rapport à ce que demandent les négociations de la COP30 à Belém. Donc ça ne va pas participer au rehaussement de l'ambition climatique, ou en tout cas de manière un peu tardive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la France a un réseau diplomatique qui est très étendu, qui est de grande qualité. Elle a une capacité d'action diplomatique et elle peut contribuer à nouer des partenariats avec d'autres pays pour renforcer l'adaptation, la décarbonation dans des régions du monde qui sont particulièrement exposées et fragiles. Peut-être un petit mot, Valérie, là-dessus. Oui, donc pour repartir sur le volet diplomatie et action pour le climat, donc le rapport annuel du Haut Conseil pour le climat, il formule 7 recommandations explicites. La première, c'est soutenir l'adoption par l'Union européenne d'un objectif de réduction d'émissions en 2040 ambitieux, 90% par rapport à 1990, hors crédits carbone internationaux. C'est une des conditions clés, en fait, ce point d'étape pour parvenir à la neutralité carbone la décennie suivante. La deuxième recommandation porte sur un plan européen de sortie progressive des combustibles fossiles, qui est un des aspects clés, en fait, de la décarbonation. Et d'ailleurs, le rapport annuel du Haut Conseil pour le climat fait le point également sur le rythme de réduction des émissions de la France par rapport aux annonces de sortie du charbon, du gaz et du pétrole pour la France.
Le troisième point rebondit également sur un aspect qui est celui de l'intégrité de l'information. Il y a un enjeu pour la COP30 également de renforcer la diplomatie scientifique et l'intégrité de l'information sur le changement climatique. Donc c'est un enjeu en France, c'est un enjeu en Europe et c'est un enjeu au niveau international. Je vais faire un petit focus sur cet aspect-là. Ce que l'on voit actuellement aux États-Unis, c'est une attaque inédite sur les bases scientifiques vis-à-vis du changement climatique. Vous le savez, censure de toutes les informations issues des sciences du climat, licenciement massif, coupe budgétaire, à tel point que cela fragilise même la capacité d'alerte météorologique aux États-Unis. Donc, d'autre part, ce que l'on observe également, c'est que sur la désinformation, les enjeux liés au changement climatique sont le premier marqueur de désinformation et d'ingérence étrangère, notamment sur les réseaux sociaux. On observe donc une désinformation en Europe et en France qui cible tous les leviers de décarbonation, c'est-à-dire ce n'est pas simplement sur la réalité du changement climatique et ses conséquences, mais c'est aussi sur le potentiel de chaque levier de décarbonation. C'est une des raisons pour laquelle, dans le rapport annuel, on a un encadré sur le véhicule électrique qui est un des vecteurs de désinformation particulièrement frappant. Enfin, donc, on a également une désinformation au moment d'événements extrêmes à fort impact qui vise à détourner l'attention de la capacité de comprendre en quoi l'événement météorologique a été rendu plus probable, plus intense, ou bien détourner l'attention des enjeux d'adaptation. Et donc on voit que ces aspects d'impact et d'adaptation deviennent également un marqueur en fait, de désinformation qui sape en fait à la fois donc, le soutien à l'action pour le climat, la confiance dans la science, qui entrave la mise en œuvre des politiques publiques et qui est au fond une menace pour la démocratie. Parce que si on ne peut pas avoir des points communs de faits scientifiques sur lesquels on peut délibérer, comment construire en fait une vie démocratique? Et donc on souligne l'importance de renforcer la diplomatie scientifique et la diplomatie portant sur l'intégrité de l'information liée au changement climatique et aux réponses. On recommande également d'œuvrer pour la COP30 à l'inscription d'un langage fort sur la sortie des combustibles fossiles. Vous avez peut-être noté que la COP28 à Dubaï a construit une feuille de route de transition énergétique et il y a un besoin de suivi en fait, de cette feuille de route dans la durée. On a également donc le besoin d'une soumission d'une contribution déterminée nationalement ambitieuse et transparente de l'Union européenne, le besoin de continuer le soutien financier bilatéral et multilatéral en faveur de l'action climatique des pays à plus faible revenu. Je veux souligner également que le désengagement américain USAID fragilise de manière très forte la capacité d'investissement dans la décarbonation et dans l'adaptation de pays qui sont exposés de manière disproportionnée aux conséquences du changement climatique. Et puis la dernière chose qu'on recommande, c'est un suivi annuel des coalitions internationales dites sectorielles soutenues par la France. Donc rendre transparent le suivi en fait, des engagements internationaux pris par la France. Merci de votre attention. Merci Valérie. Je poursuis bien sûr, puisqu'il y avait des questions dans d'autres domaines. S'agissant donc des dimensions territoriales, donc, vous l'avez indiqué, nous travaillons en ce moment à un rapport sur l'action climatique dans les territoires. À cet effet, nous rencontrons, par exemple, nous avons eu un premier dialogue avec Régions de France, nous allons faire de même avec les autres fédérations, représentations de collectivités territoriales. Et nous sommes effectivement, nous le voyons bien, face à un grand nombre d'outils qui sont orientés à différents niveaux de ce maillage des collectivités territoriales. Et nous avons donc une réflexion qui n'est pas encore, c'est un rapport qui paraîtra en 2026, nous avons donc une réflexion sur les conditions d'une action efficace à la fois des collectivités et de l'État. Et nous observons aussi le dispositif des COP régionales. Donc nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons progressé dans cette réflexion. Je ne peux pas aujourd'hui vous faire part de conclusions. Ensuite, vous nous avez interrogé sur un certain nombre de... On va revenir sur, disons, les différents instruments. Je pense que je passerai la parole à Benoît à ce sujet.
mais vous nous avez interrogé sur des questions que nous avions, déjà des attentes que nous avions par rapport à des plans qui ont été annoncés. Je voudrais citer ici le plan de renouvellement des écosystèmes forestiers. C'est un enjeu particulièrement important. Finalement, lorsque l'on regarde le dernier budget carbone, vous voyez que le puits de carbone tel qu'il est observé a été nettement réduit du fait de la mortalité qui a doublé pour les écosystèmes forestiers, pour les forêts, d'une réduction de la croissance. Et finalement, si l'on veut atteindre la neutralité carbone, il faut absolument renforcer ce puits. Aujourd'hui, vous avez la moitié de ce puits, 40% pour être plus exact, qui relève du bois mort. Ce bois mort, il va se décomposer, donc il va libérer du CO2. Et donc, évidemment, c'est un handicap pour l'atteinte de la neutralité carbone, pour les budgets carbone suivants. Donc, comment réinvestir collectivement dans la forêt? Comment adapter les forêts au changement climatique? C'est un enjeu national de grande ampleur. Cela nécessite des moyens financiers, ça nécessite très certainement des moyens humains. Et puis, c'est dans un contexte où il y a de nombreux freins. Par exemple, la survie des plants forestiers, avec les à-coups climatiques, elle n'est pas toujours garantie. Vous avez le problème d'équilibre avec la faune sauvage, avec le gibier, si vous préférez. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas facile à maîtriser. Vous avez cette grande dispersion des propriétaires forestiers qui sont souvent peu engagés dans les actions concernant leurs parcelles. Donc, il y a un enjeu national de grande ampleur. Et ce plan sur le renouvellement des écosystèmes forestiers est tout de même très attendu. Il faudrait qu'il y ait des ressources pérennes. On a créé un fonds pérenne, justement, qui soit associé pour être à la hauteur du défi qui s'annonce sur les forêts. Ça, c'est un point. Et le point suivant, c'est effectivement les sols. Vous avez aujourd'hui des dégradations des sols qui sont constatées dans toute l'Europe, en France également, particulièrement sur les terres cultivées, qui sont soumises à l'érosion. Les précipitations intenses qui accompagnent le changement climatique, ça renforce cette érosion. Donc il faudrait protéger la santé des sols. Cela a aussi une dimension adaptation et cela a aussi un bénéfice pour l'atténuation parce que chaque fois que vous allez renforcer le stockage de carbone dans la matière organique des sols, vous allez en fait absorber du CO2, le stocker temporairement au moins. Donc ce sont des plans qu'on appelle de nos voeux et je peux vous indiquer que quand vous regardez le secteur utilisation des terres et forêts, vous observez qu'un tiers du puits de carbone des forêts est compensé par des émissions qui sont liées aux terres cultivées, donc les terres arables, et puis aux terres artificialisées. C'est pour cela qu'effectivement, si l'objectif ZAN est trop affaibli, on aura une croissance des émissions liées à l'artificialisation, on consommera des terres, et à long terme, c'est évidemment un risque également. Voilà, vous avez cité d'autres lois. Alors, je précise que nous ne commentons jamais dans nos rapports les textes qui sont en cours de débat parlementaire. Donc, on vient d'avoir l'adoption de la loi du plomb. Ça n'est pas commenté dans notre rapport pour cette raison. Donc, je peux juste faire une remarque. C'est que vous avez vu dans un rapport récent du commissariat à la stratégie au plan qui complétait une étude antérieure sur l'hydrologie, l'étude Explore 2, à quel point les tensions sur l'eau vont être importantes à l'avenir en France. Donc c'est vraiment presque un euphémisme de dire cela. On va être confronté à des sécheresses par moments prolongées, donc des grandes difficultés. On va être confronté aussi à des inondations, à des excès d'eau. Je pense que je repasserai la parole brièvement à Valérie sur ce sujet. Mais si vous voulez, si l'on a, tel qu'est orientée la loi, semble-t-il, une sorte de privilège d'utilisation de la ressource en eau pour l'agriculture, en fait, on peut avoir des problèmes à gérer qui seront importants. Donc, on verra bien comment tout ça est mis en œuvre, appliqué. Il y a certes des besoins des agriculteurs, on en est absolument conscient, mais les tensions sur l'eau vont être de grande ampleur. Voilà. Et enfin, je voudrais poursuivre sur la commande publique et le rôle de cette commande publique dans l'industrialisation, la réindustrialisation. Il y a eu des éléments européens favorables, Net Zero Industry Act, qui permet de préserver, en fait, normalement, enfin c'est l'objectif, une partie du développement des technologies vertes avec une source européenne. Je crois savoir que ça a permis à des grandes usines de se développer, par exemple pour des panneaux solaires ou pour d'autres choses. Donc on peut avoir des effets. Il y a aussi une réglementation sur la protection par rapport
aux importations extrêmement carbonées. Donc, en anglais, l'acronyme, c'est CBAM. Ça n'est pas encore mis en œuvre. Il faudrait effectivement que l'Europe se saisisse de ces opportunités pour se protéger par rapport et développer sa stratégie industrielle. Je passe la parole à Benoît à ce sujet. Pardon, sur les instruments. Sur les questions d'industrialisation et de compétitivité européenne. Oui, peut-être un petit mot. Peut-être un petit mot avant sur les instruments. J'essaie de reprendre mes petites notes. Si je peux peut-être dire, donc sur les instruments, il y a quand même un point qui me semble important. On a, quand on regarde, on fait dans notre rapport un point sur les investissements en faveur du climat. Alors on regarde les investissements parce que c'est ça qui permet de déterminer si on est à peu près en ligne pour atteindre les objectifs de réduction des émissions ou pas. Et donc on fait un point dans notre rapport sur les investissements en faveur du climat, la mobilité bas carbone, la rénovation des logements, les énergies bas carbone, etc. Et donc on pointe le fait que les investissements ne sont pas en ligne. Et le fait que les investissements ne sont pas en ligne, c'est simplement un reflet du fait que les incitations et les moyens des acteurs ne sont pas là. Donc la question à laquelle il faut répondre dans le futur, c'est finalement comment on aligne les incitations pour inciter les ménages, les entreprises, les collectivités à faire les investissements qui contribuent aux objectifs de décarbonation. Et par ailleurs, l'autre question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que ces acteurs ont les moyens de faire la transition? Ce n'est pas tout de leur donner les bonnes incitations, il faut ensuite qu'ils aient les moyens. C'est vrai pour les ménages et c'est vrai pour un autre type d'acteur qui, j'espère, va parler à cette Assemblée, les collectivités locales. Voilà, dans une logique, disons, de financement qui est un petit peu particulière et qui risque de devenir un petit peu plus tendue, on va dire, avec la loi de finances 26. Et donc, partant de là, si on regarde à grosse maille, nous on pointe un enjeu. On parle du budget vert dans notre rapport. On dit que c'est un instrument qui est utile, qui peut être amélioré, mais qui doit être surtout un instrument de pilotage. J'imagine que vous avez lu le budget vert, qui ne l'a pas lu dans les assemblées, mais donc ça sort chaque année au niveau national avec le PLF, et donc c'est une évaluation des différentes lignes qui vous permet de savoir ce qui va dans le bon sens, ce qui ne va pas dans le bon sens, et qui finalement permet de savoir si le budget est à peu près aligné avec les objectifs climat ou pas. Saisissez-vous de cet instrument, je sais que ça dépasse le périmètre de cette commission, mais saisissez-vous de cet instrument. En tout cas, c'est un outil de dialogue utile qui doit ensuite être intégré dans le pilotage pour s'assurer que la loi de finances soit à peu près cohérente avec les objectifs climat. On pourrait dire la même chose au niveau national, au niveau local, pardon. Pour ceux qui sont intéressés, ça sort peut-être un petit peu du périmètre de cette audition. Aujourd'hui, vous savez que les collectivités locales, au-delà de 3500 habitants, ont aussi une obligation de faire un budget vert qui s'applique sur le compte administratif. On peut se poser la question de la pertinence de cet instrument en termes de pilotage. Je ferme la parenthèse. En tout cas, ce n'est peut-être pas le bon outil. L'intention est peut-être là, mais il y a peut-être une question de décalage entre l'outil et les intentions. Sur la partie... On laisse un peu de temps à Benoît pour préparer sa réponse. Alors, permettez-moi de revenir sur la question des inégalités, la dimension sociale. Ce que nous disons simplement, c'est qu'il faut bien cibler les aides. Et vous avez de ce point de vue des progrès à faire parce qu'il faut tenir compte, si l'on peut dire, du niveau de carbonation des dépenses des ménages. Vous avez des ménages qui ont besoin pour aller au travail d'utiliser la voiture avec des distances importantes, qui ont un logement, une maison individuelle peut-être qui est très mal isolée. Ils ont en réalité des dépenses énergétiques et des émissions de carbone qui sont structurellement importantes. Si on n'arrive pas à mieux cibler les aides, pas simplement sous les conditions de revenus, mais aussi des conditions de dépenses en énergie et en carbone, eh bien on ne réussira pas à avoir finalement une adhésion de l'ensemble de la population et puis des politiques qui sont progressives. Il faut tenir compte des modes de vie. Il faut donc avoir également une offre qui soit abordable, si possible à tous. On peut mettre en exergue le leasing social qui a été très apprécié visiblement. Alors évidemment, on savait que c'était sous contrainte budgétaire, donc ça atteint un plafond. Aujourd'hui, on a un passage au certificat d'économie d'énergie pour cette mesure. Et je voudrais mentionner que dans notre rapport, nous avons une recommandation sur les C2E qui ont fait couler beaucoup d'encre avec, vous le savez, des rapports indiquant qu'il y avait possiblement des fraudes. Eh bien, nous recommandons de conserver le mécanisme de collecte des C2E
mais de consacrer ces ressources à des politiques publiques, que ce soit dans le domaine du logement, donc MaPrimeRénov', les politiques de l'ANA, ou dans le domaine des transports avec le leasing social. Par ailleurs, s'agissant des transports, nous observons que l'achat par les particuliers de voitures, c'est aujourd'hui essentiellement le marché de l'occasion. Donc c'est bien le fait d'électrifier les flottes d'entreprises qui va permettre d'avoir un accès aux véhicules électriques. Ça, c'est très important. Il y a une mesure qui a été mise en place et nous la saluons parce qu'elle a déjà permis de renforcer finalement la réglementation pour les entreprises, puisque apparemment un certain nombre d'entreprises ne respectaient pas la réglementation. Maintenant, elles sont soumises à une amende si elles ne le font pas. Et nous préconisons que les loueurs, qui sont également source de beaucoup de véhicules neufs, eh bien, respectent aussi cette obligation et que de cette manière, on ait une électrification du parc des véhicules d'entreprise et que cette électrification permette ensuite aux particuliers d'acheter des véhicules d'occasion électriques. Il faut rappeler que la cible, c'est environ 15% de véhicules électriques en 2030. Ça n'est pas hors de portée, mais il faut évidemment renforcer les mesures. Et puis, si on met en place les C2E avec ce cadre d'orientation publique renforcé, si on donne à l'ANA un objectif qui malheureusement a été récemment abandonné sur les rénovations d'ampleur alors qu'elle rencontrait beaucoup de succès, eh bien, il est possible qu'on atteigne nos objectifs à nouveau, également dans ce secteur important du bâtiment. Peut-être que je donne la parole à Valérie sur les questions de ressources en eau, mais assez rapidement. Oui, donc en fait, dans le rapport de cette année, vous trouverez dans le chapitre 1 un ensemble d'éléments de réflexion, notamment autour de la question des limites d'adaptation et d'un référentiel robuste pour réussir l'adaptation en s'appuyant sur les sciences en fait, de l'adaptation au changement climatique. L'eau, en fait, pose vraiment la question de la prise en compte de tout le spectre des futurs possibles et des incertitudes. Donc on sait qu'un climat plus chaud vide les sols plus rapidement de leur humidité, en augmentant l'évaporation, la transpiration, ce qui contraint en fait la ressource disponible. La grande incertitude, elle porte sur la variabilité d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, de la pluviométrie, notamment en hiver, ou l'occurrence d'événements de fortes précipitations. Et donc ce que l'on souligne, c'est que faire un pari en augmentant la capacité de stockage de l'eau, en misant sur des hivers plus pluvieux, c'est un pari qui peut être risqué parce qu'on ne peut pas exclure, vu l'incertitude sur la variabilité d'une année à l'autre du climat, on ne peut pas exclure d'avoir une succession d'hivers secs. Et donc, miser uniquement sur cette option-là, ça peut conduire en fait à des effets de limite et des situations de crise. Et donc, une stratégie plus robuste, elle peut s'appuyer à la fois sur le stockage d'eau, bien sûr, mais aussi sur des mesures qui ciblent la demande, donc efficacité, sobriété des usages de l'eau, qui peut être une stratégie planifiée pour augmenter la résilience sur la gestion de l'eau en tenant compte de tous les scénarios physiquement plausibles. Très bien, merci. La parole à Jacques Fernic. Oui, merci. Je me disais en vous écoutant et puis en lisant votre rapport hier qu'il y a une trentaine d'années, pour celles d'entre nous qui étions conscients du problème climatique à venir, on imaginait qu'avec les manifestations du changement climatique qui allaient venir aussi, la détermination à agir et l'efficacité à agir poseraient moins de problèmes. Or, on s'aperçoit qu'il y a des évidences qui n'en sont pas et qu'il y a de la détermination qui s'érode. Et donc, vous êtes d'autant plus utile comme Haut Conseil pour le climat parce que manifestement, nous, décideurs, on a besoin d'être conseillés pour être efficaces. Alors, deux sujets sur lesquels j'ai été très attentif parce que je sors de 6 mois d'immersion avec notre collègue Marta de Cidrac sur l'économie circulaire, parce qu'on a produit un rapport et des recommandations qui ont été adoptées la semaine dernière, c'est ça. Je réalise l'erreur qu'on a faite de ne pas vous avoir auditionné. Voilà. Mais tout de suite, j'en parlais avec Lucas de Silva, la satisfaction de voir qu'on est raccord. Bien. Alors, on est raccord, pas tout à fait, parce que vous insistez, par exemple, sur la nécessité de suivre au niveau des centres de stockage le méthane, le taux de captage, etc. Ça, j'avoue qu'on ne le retrouve pas dans nos recommandations. Hein. Mais par contre, effectivement, rien que sur l'indicateur le plus parlant pour voir si on est dans les clous de nos objectifs d'économie circulaire, c'est l'empreinte matière française par habitant. Et en gros,
Bon, la loi AGEC date d'il y a 5 ans, mais depuis 10 ans, on est stable aux alentours de 13,5 tonnes par habitant, c'est cet ordre-là. Et on est raccord sur... il faut vraiment que l'éco-conception, le réemploi, parent pauvre du déploiement des politiques publiques en la matière, on arrive à leur redonner du souffle et qu'on n'ait pas simplement la seule préoccupation du recyclage si on veut effectivement réussir, parce que c'est ça qui est très inquiétant, c'est que pour les déchets, j'ai bien vu que le rythme de réduction des émissions qui serait nécessaire pour être dans notre trajectoire, c'est un rythme de multiplication par 29, alors que les autres secteurs, c'est en général de l'ordre de 3-4. Bon, donc on a du boulot, hein, et il faut vite que ces recommandations qu'on fait les uns et les autres se déploient dans les politiques publiques. Deuxième secteur, c'est sur les transports. Sur les transports, donc déjà, je note que sur la précarité mobilité, on a une aggravation qui est en cours, hein, parce que j'ai bossé dessus, on était de mémoire, j'ai plus le chiffre exact, mais en très grande précarité mobilité, on était à 4 millions, 4,5 millions, si ma mémoire est bonne, et en précarité plus... Voilà, moyenne, on était un peu plus autour de 10-12 millions. Là, on est à 15. On est à 15, et d'autant plus que la question climatique va renforcer de façon considérable, on le voit dans votre tableau avec les indicateurs de risque sérieux, là, c'est une série pour les transports, parce que si on y réfléchit bien, ce qui décarbone nos transports, en dehors de l'électromobilité, c'est le ferroviaire, c'est les transports collectifs efficaces, etc. etc. Or, si nos stratégies d'adaptation ne sont pas à la hauteur, nos transports collectifs vont devenir répulsifs. Parce qu'en clair, ça va être déjà insupportable d'y tenir dans ces jours de canicule multipliés par je ne sais pas combien. Et puis, les réseaux et les infrastructures vont sacrément souffrir des conséquences. Alors là-dessus, vous prenez... Parce que moi, le sentiment que j'ai pour en discuter avec beaucoup d'acteurs, c'est que quand on parle d'adaptation de transport, c'est trop souvent compris comme la nécessité d'améliorer ce qu'on a toujours fait. En gros, et là, vous parlez de mettre en place un mécanisme de gouvernance participative sur l'adaptation, la nécessité d'une efficacité collective avec les territoires. En clair, qu'est-ce qu'il faut vraiment changer du point de vue de la donne, du point de vue de la méthode, pour que ça ne soit pas la catastrophe pour nos grands services et nos grands réseaux de transport. Sébastien Fagnin a la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie pour la présentation faite de votre rapport annuel et vous remercier pour tout le travail que vous accomplissez avec le Haut Conseil pour le climat. Madame Masson-Delmotte, vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous faisons face à une remise en cause de la raison scientifique de façon disproportionnée et assez inédite ces dernières années et depuis quelques mois tout particulièrement, y compris dans notre pays, et notamment en faisant face à des algorithmes sur les réseaux sociaux qui donnent la part belle au récit climato-sceptique, le dernier épisode en date étant évidemment la canicule subie par notre pays la semaine dernière, avec un florilège de discours remettant en cause la véracité de phénomènes physiques scientifiquement établis, mais pour autant contestés et de façon de plus en plus persistante et véhémente. Ma question porte sur les questions énergétiques, puisque, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur le Président, nous débattions hier après-midi, hier soir, de la proposition de loi de notre collègue Daniel Gremillet qui vise à remplacer la loi de programmation énergie-climat qui aurait dû être adoptée en 2023. Nous avons d'ores et déjà 2 années de retard sur un sujet dont nous savons qu'il est pourtant vital dans la trajectoire de décarbonation de notre pays. Ce texte a le mérite d'inscrire dans la loi certaines dispositions. Nous avons pu
pour notre part, regretter que nous n'allions pas suffisamment loin dans le déploiement d'énergie dont nous savons qu'elle représente un potentiel énergétique décarboné de grande ampleur. Je pense tout particulièrement à l'hydrolien, puisque nous avons des gisements à travers des courants marins au large de la Normandie et de la Bretagne qui représentent 5 gigawatts, et donc une piste de décarbonation particulièrement utile avec une technologie mature et une conflictualité d'usage par rapport à d'autres énergies renouvelables, mais pas seulement. Bien moindre. Et je souhaitais savoir quel regard vous portiez sur à la fois ce texte, mais qui est toujours en cours d'examen. Donc je comprendrais parfaitement que le propos puisse être relativement restreint, mais sur les projections faites sur les futurs décrets de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je vous remercie. Merci. Jean-Claude Anglade. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président du Conseil et les différentes... J'avais une question sur l'agriculture. J'ai vu que vous avez ciblé, et j'utilise le mot volontairement, l'agriculture en disant qu'elle avait un effort à faire multiplié par 2,8. Et moi, je pense, si vous voulez, vous qui êtes de Montpellier, à l'élevage. À l'élevage. Et donc, les premiers constats qui ont été faits sur la nécessité de diminuer le nombre d'animaux en France a été catastrophique. Ça s'est produit, vous l'avez dit, pour des raisons socio-économiques, on va dire comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très mal vécu, puisqu'aujourd'hui, on a d'un côté le fait qu'on ait proposé une loi d'orientation agricole pour réaffirmer la souveraineté alimentaire de la France, et là-dedans, évidemment, il y a l'élevage. Alors voilà, je voulais que vous nous expliquiez ce ciblage de l'agriculture, où elle va faire 2,8 efforts supplémentaires, je ne sais pas comment on le dit, voilà. J'avais une deuxième question par rapport à l'eau, le stockage de l'eau. Nous avons dans le Massif central un sujet simple. Nous avons stocké de l'eau depuis longtemps, à travers des barrages, voilà, qui ont plusieurs usages. Et nous avons un sujet que la France n'arrive pas à régler. C'est le renouvellement des concessions avec l'Europe. Et donc, ça a des conséquences dramatiques, puisqu'il y a des projets d'investissement très importants autour de STEP, système de transfert, qui nécessite voilà, un vertueux, et nous n'arrivons pas à le faire avancer. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur ces deux sujets, l'agriculture et l'hydroélectricité et le renouvellement des concessions. Merci. Bien, avant de vous passer la parole, moi, je voudrais vous dire quelques mots également par rapport à votre constat, et vous l'avez évoqué, l'importance aussi de l'échelon territorial. Et je voudrais quand même rappeler que les collectivités locales que nous représentons ici sont quand même pleinement investies dans les sujets du climat, et de façon très concrète. D'ailleurs, quelles que soient, je pense, les couleurs politiques dans les territoires, que ce soit sur la transition énergétique avec la rénovation énergétique des bâtiments, qui est très forte, sur les travaux sur les mobilités douces, on en parlait encore la semaine dernière, ou sur les actions en matière de préservation de la biodiversité. Donc, dans un contexte où on a besoin d'avoir un sursaut collectif par rapport aux résultats de votre rapport, je pense que, et la défiance que vous évoquez, la désinformation, eh bien, s'appuyer et valoriser davantage ce qui est fait à l'échelon local en proximité, qui permet aussi une acceptation sociale. Donc c'est la complémentarité, parce que vous parlez du SGPE de Matignon, c'est très bien. C'est le centralisme parisien, mais c'est un peu ce que vous évoquiez, la réflexion sur 2026 avec s'appuyer davantage sur le dialogue des territoires, ça me semble essentiel, et on sera là aussi pour relayer cette approche. Donc je vous laisse pour répondre, puisqu'il n'y a plus de questions maintenant. Merci beaucoup. Merci encore pour vos différentes questions. Donc on reprend avec tout d'abord la question du secteur des déchets. Donc je crois que vous avez évidemment très bien présenté vos diagnostics, et nous voyons que nous sommes très alignés avec vous. Évidemment, nous allons un petit peu plus loin sur des facteurs techniques, par exemple ces émissions de méthane, eh bien, comment les collecter, comment les traiter. Mais justement, nous avons pris, dans ce chapitre de notre rapport, nous avons pris l'angle que vous soulignez, c'est-à-dire que les émissions, c'est une chose, mais finalement, les bénéfices pour la décarbonation de l'économie circulaire, c'est bien au-delà. Donc, il est certain que si l'on arrive à renforcer les actions de réutilisation
également d'avoir donc une empreinte matière qui est réduite, on ira beaucoup plus loin que dans la simple réduction des émissions qui sont directement issues des déchets. Donc c'est un point important. Et puis on a cité quelques exemples de pays voisins. Vous savez qu'il y a des pays européens dans lesquels, par exemple, je prends juste un petit exemple, mais vous avez des bouteilles en verre qui sont avec consigne et puis qui sont directement réutilisées. Il y a beaucoup de choses en fait qui pourraient être apprises, disons, de ce que font nos voisins. Évidemment, dans certains cas, on fait mieux qu'eux, mais il y a aussi des leçons à prendre. Ça pourrait être un thème intéressant. Donc, c'est un secteur dans lequel il y a besoin de cette relance, et je crois que nous sommes très heureux de voir que le Sénat et votre groupe a travaillé, enfin votre commission a travaillé dans ce sens, et nous lirons avec attention vos conclusions. Pour les transports, je vais passer la parole à Benoît. Vous avez tout à fait raison sur la précarité mobilité, elle se développe malheureusement. Et il ne faut pas se dire que l'électrification va suffire. Il y a aussi ces questions d'infrastructures. Donc nous attirons l'attention, bien sûr, sur l'importance du renouveau des infrastructures ferroviaires, de l'adaptation au changement climatique. Il y a des très gros enjeux, mais aussi pour les transports en commun. Et voilà, donc ce sont des enjeux que nous partageons. Lorsque nous avons parlé de l'adaptation, nous avons bien en effet parlé de ces problèmes d'adaptation des transports collectifs. Vous nous posez une question qui n'est pas facile, c'est comment faudrait-il faire autrement? Alors comme la question est difficile, je passe la parole à Benoît. Merci Jean-François. Un petit rebond déjà sur la précarité avant. Alors il y a la question de la précarité, il y a aussi la question plus largement de l'accès à la mobilité électrique, pour simplifier, des classes moyennes. Alors là, les nouvelles sont plutôt bonnes globalement, c'est-à-dire que même dans un contexte dans lequel le prix des véhicules a plutôt tendance à augmenter, il y a un soutien public qui a permis quand même aux classes moyennes d'avoir accès à l'électromobilité. Pour faire très simple, les aides sont de plus en plus ciblées, c'est très bien, vers les ménages qui en ont le plus besoin. Il y a quand même un petit sujet sur les ménages périurbains. Typiquement, les ménages urbains ont accès à la mobilité électrique, c'est très bien. Sur les ménages périurbains, on voit que le reste à charge est quand même important, et en fait le passer du thermique à l'électrique, ça ne fait pas toujours sens d'un strict point de vue économique sans aide. Voilà, donc ça pose quand même une question. Sur la question de l'adaptation, alors les transports, c'est génial parce que c'est l'archétype du machin dans lequel il faut intégrer l'adaptation. Investissement à longue durée de vie, investissement structurant pour la vie économique, et pour lequel aujourd'hui, je vais y aller vraiment à la hache, mais en gros, l'hypothèse de base quand on fait un investissement dans des infrastructures de transport, c'est que le climat va être stable. Ce qui est quand même une hypothèse assez osée. Heureusement, dans le PNAC, il y a quelque chose que vous avez lu qui s'appelle la TRAC, la trajectoire de réchauffement, enfin de référence pour l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est un outil dont il faut se saisir, remettre en cause l'hypothèse implicite que le climat va être stable, et à chaque fois qu'on fait un investissement, avec souvent de l'argent public dedans, pour le transport, s'assurer qu'on prend en compte les futurs climatiques possibles avec des S un petit peu partout, c'est-à-dire pas forcément uniquement le futur de la TRAC, plus 4 degrés en 2100, etc., mais d'autres scénarios climatiques, parfois adverses, et en gros s'assurer qu'on prend une décision qui, à défaut d'être optimisée économiquement, est robuste. C'est-à-dire une décision qu'on ne va pas regretter demain, quelle que soit l'évolution du climat. Donc c'est pareil, saisissez-vous de la TRAC. Alors moi, je reprends au mot un ministre de l'économie qui, en son temps, c'était Bruno Le Maire, avait dit « Je veux qu'il n'y ait plus un euro d'argent public dans des projets pas adaptés au changement climatique ». Je dis chiche, enfin, l'intention est super. Après, quand on voit la granularité, plus 1 euro d'argent public, c'est évidemment l'argent de l'État, mais aussi des collectivités, etc. La granularité des prises de décision, c'est un super objectif de politique publique qu'à mon avis, il faut poursuivre. S'assurer qu'il n'y a plus 1 euro d'argent public qui, finalement, renforce la vulnérabilité de nos infrastructures et de nos systèmes de transport. Donc ça veut dire analyse de vulnérabilité, TRAC, investissement, disons, qui prennent en compte des climats futurs. Je note avec satisfaction par ailleurs que le COI renouvelé a désormais dans son mandat de regarder l'adaptation au changement climatique. C'est nouveau, ça n'avait pas été le cas en 2022 lors de la dernière mandature quand David Valence avait remis son rapport avec les 100 milliards d'euros d'investissement. Il avait commencé la remise de son rapport en disant « Faute de temps, nous n'avons pas pu regarder l'adaptation au changement climatique ». Quand on va couler 100 milliards d'euros dans des investissements, je me dis que c'est quand même dommage de ne pas avoir pris le temps qui va bien. Donc là,
c'est quelque chose sur lequel, pareil, il va falloir un petit peu s'apesantir. Très bonne nouvelle que le COI soit saisi de ce nouveau mandat, entre guillemets, et à mon avis, impératif à suivre. Je pense que j'ai fait à peu près sur le transport. En tout cas, sujet clé, le transport. Alors, il ne faut pas regarder au poids du PIB, mais au poids plutôt de l'importance dans l'économie. Sans transport, les territoires sont morts. Je vais le dire de façon un petit peu rapide et lapidaire, mais en tout cas, il y a quand même un sujet. Encore une fois, ce n'est pas le poids dans le PIB ou le nombre d'emplois dans le secteur qui est important là-dessus. C'est s'il n'y a pas de transport, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'activité. Merci Benoît. Vous avez soulevé des questions sur l'énergie. On sait que c'est un point qui est très débattu en ce moment. Nous, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que le nouveau nucléaire, les premières centrales en production, d'après les estimations dont nous disposons, elles arriveront en 2038. 2038, c'est bien sûr après l'objectif de 2030. Et d'ici à 2030, on a besoin d'électricité décarbonée au-delà de ce que peut produire le parc nucléaire existant. En plus, il y a quelques incertitudes. Malgré tout, on a vu en 2022 qu'il y avait ces phénomènes de corrosion qui ont ralenti la production. Il y a aussi, avec la canicule, eu des arrêts de centrales puisqu'il n'y avait pas de ressources en eau suffisantes pour refroidir. Donc il y a tout de même des incertitudes. Donc dans ce contexte, si vous avez une demande d'énergie décarbonée qui est supplémentaire, il faudra qu'il y ait une croissance des énergies renouvelables. Donc effectivement, nous sommes bien conscients qu'il y a des conflictualités d'usage et je crois qu'il y a de ce point de vue une attention à porter, mais il y a beaucoup d'exemples différents selon les territoires. Les situations sont même presque au cas par cas, on a des choses très différentes. Il y a des cas où les conflictualités sont réduites, notamment tout ce qui est en toiture, sur des bâtiments existants, donc ça paraît pas trop difficile. Et en tout cas, notre message, et c'est notre responsabilité de vous le dire, c'est que nous avons une décarbonation à opérer d'ici à 2030 et que la seule source d'électricité supplémentaire décarbonée, ça va être les renouvelables avant qu'on ait les nouvelles tranches nucléaires. Voilà. Et par ailleurs, on a besoin également de développer les renouvelables thermiques. Il n'y a pas de plan d'action dans ce sens-là, mais elle permettrait d'alléger la charge sur le réseau parce qu'on peut avoir recours à ces énergies lorsqu'il y a des vagues de froid, par exemple. Donc c'est aussi des choses qu'on a développées. Nous avons eu un avis sur le projet de PPE3 qui a été publié en janvier dernier, dans lequel nous détaillons évidemment les recommandations que nous pouvons faire. Voilà. Et je voudrais ensuite indiquer, puisque vous aviez parlé de l'hydrolien, donc qui est une source d'énergie qui est intéressante, qui est encore effectivement peu développée, mais qui a ce potentiel que vous mentionniez. J'en profite pour dire que dans notre rapport, nous avons eu un focus sur la mer, sur l'océan. Je ne suis pas sûr qu'on ait parlé en détail de l'hydrolien, parce qu'il y a tout de même beaucoup de technologies. Mais en tout cas, on a regardé ça, et ça permet aussi de rappeler l'importance des changements dans les écosystèmes marins et la montée du niveau de la mer. Donc Valérie va en dire quelques mots. Oui, dans le rapport de cette année, on a mis un focus sur les canicules marines. Et d'ailleurs, il y a de nouveau une canicule marine de très forte intensité en Méditerranée actuellement. Cet aspect est un aspect qui touche bien sûr les écosystèmes, l'aquaculture, la pêche, mais cela concerne aussi des aspects liés au confort thermique dans les bâtiments et la santé, avec l'augmentation des nuits tropicales, qui sont très spectaculaires l'année dernière et à nouveau pour cette dernière vague de chaleur autour de la Méditerranée. Je veux dire un mot sur la montée du niveau de la mer. Donc, la montée du niveau de la mer, c'est une conséquence directe de notre perturbation du bilan d'énergie de la Terre, avec l'accumulation de chaleur à 90% dans l'océan et la fonte des glaciers des glaces continentales. La montée du niveau de la mer, elle démarre lentement et elle est inéluctable. Elle va dépendre du niveau de réchauffement planétaire. Donc, la montée du niveau de la mer, maintenant, c'est à peu près 23 cm au niveau mondial depuis 1901. Le rythme accélère, c'est plus de 4 mm par an sur la dernière décennie. Et un point de vigilance, notamment pour les aménagements et les réponses pour les littoraux, c'est que dans le cadre de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, qui est construite sur la base de 3 degrés de réchauffement mondial en 2100, le niveau de référence de montée du niveau de la mer qui est encore utilisé en France, qui n'a pas été réactualisé de 60 cm, il a une chance sur 2 sur cette trajectoire-là d'être dépassé en 2100. Et sur la base d'un réchauffement planétaire de 3 degrés vers 2100, il faut bien noter qu'on serait sur un rythme de montée du niveau de la mer de 1 cm par an. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'entre 2100 et 2125, 25 cm de montée supplémentaire du niveau de la mer, c'est-à-dire autant que
depuis 1900 jusque maintenant, mais en 25 ans. Et donc cet enjeu, c'est un enjeu majeur d'adaptation par anticipation pour les littoraux, d'en tenir compte et de réactualiser peut-être les référentiels de montée du niveau de la mer pour qu'ils soient cohérents avec l'état le plus récent des connaissances. Oui, merci Valérie. Voilà, nous pouvons maintenant essayer de vous répondre sur les questions d'agriculture et d'élevage. Donc le premier point, et puis vous le savez bien, c'est à quel point le secteur agricole est touché par les impacts du changement climatique. Donc je le soulignais, 2024, les plus faibles productions céréalières en France depuis 40 ans, les maladies de l'élevage qui sont liées à la survie des insectes en hiver, ces moucherons qui transmettent les maladies épizootiques, tout ça sont des problèmes très graves et malheureusement qui vont sans doute se renforcer. Donc nous avons observé que les dépenses du ministère de l'Agriculture étaient largement liées à des réponses aux crises. Les crises sanitaires, les crises climatiques, dans un secteur où l'assurance ne couvre pas tous les dommages, loin de là. Donc nous avons surtout des réactions, mais nous n'avons pas assez de prévention et d'anticipation. Donc nous avons des recommandations dans le rapport pour indiquer qu'il faut réellement avoir une action sur l'adaptation au changement climatique du secteur agricole, qu'il y a certes, les concepts sont là, et le ministère, les pouvoirs publics, les chambres d'agriculture ont déjà réfléchi à cela, mais il n'y a pas les moyens de l'opérationnalisation. Il faudrait par exemple que les agriculteurs, surtout les jeunes agriculteurs, puissent avoir un accompagnement sur l'adaptation à long terme, sur 10 ans, 15 ans, parce que c'est des phénomènes qui vont se renforcer. Ça pose aussi des questions d'investissement. Donc de quelle manière le secteur bancaire accompagne cela, de quelle manière les assurances réduisent leurs primes s'il y a des mesures de prévention par rapport aux catastrophes naturelles. Tout ça, c'est des enjeux considérables et on voudrait que finalement cela devienne l'un des axes ensuite du plan stratégique national pour la prochaine PAC, pas la PAC en cours, mais la prochaine PAC, de sorte que l'on ait une protection des agriculteurs puisque leur revenu est touché durement par ces aléas climatiques. Ça, c'est le premier axe. Ensuite, vous avez la question de la décarbonation de l'agriculture. C'est avant tout un enjeu économique. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de dispositif économique pour aider les agriculteurs, on leur ferait supporter des mesures techniques qui en fait sont coûteuses, des changements dans leur système de production qui créent des risques économiques pour eux, pour leurs revenus, et donc on sait bien que ça n'est pratiquement pas possible. C'est pour ça qu'il y a des réflexions au niveau européen. Au-delà des soutiens qu'apporte la PAC, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des soutiens supplémentaires qui soient apportés au secteur sur ces questions de décarbonation de l'agriculture? Et alors, évidemment, personne n'a trouvé la bonne solution aujourd'hui, je dois le reconnaître, mais pour vous dire quelles sont les réflexions, c'est en gros autour de rémunération des agriculteurs qui s'engagent dans des changements de pratiques. Vous avez ça déjà avec le label national bas carbone. Vous savez qu'il y a déjà des marchés carbone. Bon, ils posent un certain nombre de problèmes. En gros, les prix consentis sont un peu trop faibles. Les intermédiaires, souvent, empochent une bonne part de la valeur ajoutée. Donc, il ne reste pas forcément suffisamment pour les agriculteurs. Donc, tous les problèmes ne sont pas levés. Les questions, vous voyez, de certification des réductions d'émissions, c'est complexe également. Enfin, je pourrais développer si vous le souhaitez. Mais disons que c'est sans doute ce qu'il faudrait arriver à faire, avoir des ressources supplémentaires pour aider les agriculteurs à décarboner. C'est dans ce sens-là qu'on pourrait accélérer, et sinon on aura des blocages et ça peut tout à fait se comprendre. Voilà. Et puis, Monsieur le sénateur, il me revient donc de terminer avec votre question et de vous remercier par vos commentaires, parce que l'engagement des territoires, il est effectivement la clé. C'est beaucoup au niveau des territoires que vous arrivez à construire des trajectoires qui sont avec le soutien des citoyens. Et on voit bien à quel point, quand les projets sont co-construits dans le cadre de communautés locales, de collectivités territoriales, on peut avoir une meilleure adhésion et on peut aller plus loin, finalement, dans l'ampleur de ce qui est entrepris. Donc, votre rôle est essentiel et nous tenons à le saluer. Cette dynamique de co-construction des projets, nous pensons qu'elle est très importante, probablement en ayant un regard élargi. C'est-à-dire que les projets ils peuvent concerner l'adaptation et l'atténuation, ils peuvent inclure des co-bénéfices pour l'eau, pour la biodiversité, pour l'économie. C'est en ayant cette capacité d'intégration que vous avez avec vos collectivités territoriales que vous pouvez finalement accélérer les transitions. Merci.
Très bien. Mais écoutez, merci, Monsieur le Président, merci, Madame, merci, Monsieur, pour vos interventions. Et j'indique à mes collègues qu'il y a encore un point à l'ordre du jour. Très bien.